Bienvenue dans Transition écologique, le podcast qui dialogue avec tous les acteurs du changement. Je m'appelle Pascal Canfin, je suis député européen et je préside la commission environnement du Parlement européen. Dans ce podcast, je dialogue avec des responsables politiques, des chefs d'entreprise, des militants de la société civile et nous soulevons ensemble le capot de la transition écologique. Comment faire ? Comment faire face à un enjeu d'une telle complexité ? Voilà la question clé qui sera le fil conducteur de nos échanges. Mon engagement ? Vous garantir un podcast sans fausse polémique, sans simplisme et tourné vers l'action. Mon souhait ? Créer de l'intelligence collective pour gagner la bataille de la transition écologique. Et il va sans dire que la participation de mes invités à ce podcast n'emporte aucune signification partisane pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Bonjour, je reçois aujourd'hui Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell. Bonjour Cécile Belliot. Bonjour. Je suis ravi d'échanger avec vous. Donc, vous dirigez le groupe Bell, qui est un groupe français familial, qui est dans les 60 plus grandes entreprises cotées en France. Vous êtes une des 10% de femmes qui dirigeaient des groupes français à ce niveau d'amplitude financière et économique. Et vous avez surtout engagé un parcours de transformation de l'entreprise avec des objectifs environnementaux et climatiques particulièrement significatifs. Et c'est pour ça que je voulais qu'on échange aujourd'hui et qu'on détaille votre stratégie environnementale climatique, puis ensuite qu'on ait votre analyse sur la transformation du secteur agroalimentaire de manière générale, puisque évidemment le groupe Bell n'est pas isolé de son marché, de ses consommateurs, de son approvisionnement, la grande distribution. Donc c'est intéressant d'avoir votre vision à quelques jours du Salon de l'agriculture en France. Alors peut-être un tout petit mot de présentation de Bell pour que tout le monde puisse faire référence à des marques que chacun a en tête. C'est une des grandes forces de votre groupe. Le groupe Bell, c'est Bell, évidemment, Babybel, mais aussi Kiri, Pompot, Boursin, La Vache qui rit, et j'en oublie beaucoup d'autres. Donc peut-être un mot de présentation rapidement du groupe. Oui, Bell, c'est un groupe familial. C'est important parce que vous allez voir, je pense qu'au cours de cette conversation, on va évidemment parler de l'actionnariat. Donc c'est un groupe familial, contrôlé, qui a 150 ans. Donc, c'est une très belle histoire avec des marques iconiques, comme vous les avez citées. La Vache qui rit, c'est 100 ans. Donc c'est des marques qui font partie du patrimoine culturel de la France, qui sont évidemment ancrées dans nos régions. Et c'est un groupe qui, depuis plus de 20 ans, a mis au cœur de sa gouvernance, au cœur de ce qu'on fait, la performance extra-financière, les enjeux climatiques. Et je crois que c'est pour ça que je suis là. Parfait. Alors, on va commencer justement par les enjeux climatiques. Puis, on parlera peut-être des enjeux liés aux emballages aussi, parce que quand on voit une portion de vache qui rit, quand on voit une portion d'Apéricube, quand on voit du boursin, ça fait beaucoup d'emballages. Donc, on va aussi en parler, bien évidemment. Alors, quels sont les engagements clés que vous avez pris pour réduire votre empreinte carbone, dans la mesure où l'essentiel des produits dont on vient de parler sont des produits laitiers, donc impliquent de l'élevage et impliquent donc un certain nombre d'émissions de CO2. Quand on regarde l'enjeu climatique, alors déjà je pense que c'est peut-être intéressant de rappeler à tout le monde ce que représente le secteur de l'alimentation au sens large. Et donc là je parle vraiment en partant des sols, de l'utilisation des sols jusqu'à la fourchette. On ne le sait pas toujours, l'alimentation, c'est un tiers des émissions carbone. C'est plus que l'ensemble des transports réunis. Donc, on peut le voir à la fois comme étant une vraie source de problème ou étant une vraie solution. Un levier pour d'action. Et un énorme levier. Et pourquoi je pense qu'on a intérêt à le faire savoir ? Parce que quand on regarde finalement l'enjeu climatique, on a deux gros sujets. La transition énergétique et moi, je pense l'alimentation. Sur la transition énergétique, individuellement, on a quelques leviers, en particulier quand on vote.
Mais tous les jours, on n'a pas forcément un levier accessible. Avec l'alimentation, tous les jours, en fait, on fait des choix. Tous les jours, on décide ce qu'on va mettre dans notre assiette. Et ça a un impact, en fait, majeur sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé. Et c'est tout ça qui est derrière l'alimentation. Donc, pour revenir à votre question, comment on aborde, nous, le sujet climatique ? On se dit d'abord qu'une des grandes réponses à l'enjeu climatique, c'est l'agriculture. Donc, on travaille en partenariat avec, en particulier, notre amont laitier, pour les faire transitionner vers ce qu'on appelle des méthodes d'agriculture régénérative. Ça veut dire quoi, l'agriculture régénérative ? Ce qu'il y a de formidable avec la nature, ce qu'il y a de formidable avec le sol, c'est que quand on traite le sol correctement, quand on en prend soin, quand les vers de terre jouent leur rôle, ce sol est merveilleux parce qu'en fait, il a cette capacité à capter du carbone. C'est ça la vraie utilisation, le vrai sens du sol. Donc nous, on a travaillé avec nos éleveurs, par exemple en France. C'est un partenariat qui date déjà il y a plus de 6 ans. Vous avez combien d'éleveurs qui sont associés au groupe Bell ? On a 800 fermes, par exemple, en France, qui sont regroupées sur une association qui s'appelle l'APBO et avec qui on bosse depuis déjà 6-7 ans de manière différente. C'est-à-dire que, on fixe le prix du lait à l'année sans regarder le marché, mais c'est vraiment une co-création du prix du lait. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous ne pouvez pas demander à un éleveur ou un agriculteur de se transformer si ce n'est pas ce qu'il gagne à la fin du mois. Ça, je vous garantis que ce n'est pas possible. Donc le point de départ de toute transformation et transition écologique, c'est de garantir un revenu. Ça, on le fait chaque année. Et après, on met ce qu'on appelle, nous, des primes qui ont permis à, par exemple, cette association de producteurs en France, de se transformer très vite. On a commencé par mettre, par exemple, une prime au lait non OGM. Pourquoi on met une prime au lait non OGM ? Ça veut dire quoi, lait non OGM ? Bon, c'est pas le lait qui est OGM, c'est la vache qui est nourrie. Alors, c'est l'alimentation, qu'on précise bien, c'est notamment le soja, les tourteaux de soja, qui servent à nourrir les vaches qui font le lait. Et ces tourteaux de soja viennent aujourd'hui très, très majoritairement du Brésil et sont aujourd'hui très majoritairement OGM. Absolument. Et en fait, qu'est-ce qui nous intéresse derrière ça ? Quand elles viennent du Brésil, quand ils viennent du Brésil, ces tourteaux de soja, tout le monde sait que c'est la cause de la déforestation au Brésil. Nous sommes collectivement responsables en Europe de la déforestation au Brésil. Et donc quand on bascule sur un lait non OGM, on interdit que les vaches qui nous donnent leur lait en France soient nourries à partir d'un soja qui crée de la déforestation ailleurs. Et on pousse un modèle auquel moi je crois fondamentalement, qui est un modèle d'autonomie protéinique. Et l'autonomie protéinique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les vaches sont nourries avec du pâturage. Donc ça, c'est une première position très forte. Donc nous, notre lait est garanti avec 250 jours de pâturage par an. Le deuxième élément pour nous, c'est on garantit aussi que ces vaches, quand il faut rajouter à l'herbe qu'elles vont consommer de la protéine, ça va être soit du pois, soit de la luzerne, soit parfois du maïs, qui vont être cultivés localement. Et ça a 2 impacts très forts. Un impact très fort, évidemment, sur l'environnement, sur le transport aussi, et un impact très fort en termes de résilience. C'est-à-dire que quand on voit la guerre en Ukraine, nous, nos éleveurs, ils sont beaucoup moins dépendants des céréales qui arrivaient de Russie et d'Ukraine que le reste des éleveurs. Donc nous, on est convaincus que c'est ça le modèle d'agriculture vers lequel on doit aller. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Sur la transition de manière générale du modèle agricole et les combats que je mène au Parlement européen pour la réforme de la PAC ou le fait de transformer la relation entre les grands distributeurs, les transformateurs et l'amont agricole rejoignent 100% de ce que vous venez de dire. On a d'ailleurs pris la première loi au monde contre la déforestation importée pour s'assurer que le fameux tourteau de soja, mais aussi l'huile de palme dans d'autres univers de l'agroalimentaire, ne contribue pas à la déforestation des forêts primaires en Amazonie ou en Asie du Sud-Est en ce qui concerne l'huile de palme. Donc je pense que là-dessus, on partage 100% des objectifs que vous venez de décrire, et c'est évidemment très important de montrer qu'au-delà des intentions politiques, c'est faisable dans la vraie vie économique sans atteindre, d'une part, la performance financière du groupe, puisque vous portez bien, et tant mieux pour vous, et d'autre part, sans avoir des problèmes de quantité par rapport aux alternatives. Puisque vous arrivez, vous, à changer du tourteau de soja historique de l'Amazonie vers des protéines européennes
comment les éleveurs réagissent à cette évolution? Parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de conservatisme dans le monde agricole. Vous, les 800 éleveurs, si je ne me trompe pas, les 800 éleveurs, comment ils réagissent? Non, moi je ne ressens pas du tout ce conservatisme en fait. Je pense qu'il peut y avoir de la souffrance quand je vous parlais justement des revenus des agriculteurs qui ne sont pas garantis. Et ça ne permet pas de se transformer. Mais moi, chaque fois que je discute avec la PBO, je discute avec des entrepreneurs, je discute avec des personnes qui sont fières, je discute avec des personnes qui donnent du sens à ce qu'ils font parce qu'ils nourrissent le monde. Moi, je le dis toujours, je nourris personne. Si je n'ai pas au débarrage, au début de la chaîne, s'il n'y a pas un éleveur, s'il n'y a pas un maraîcher, moi, je nourris personne. Exactement, je le rends après accessible au plus grand nombre. Mais il y a peut-être pendant le Covid où on a commencé à se redire qu'il y avait des métiers essentiels dont on devait prendre soin, et en particulier ceux de l'alimentation. Mais c'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse on oublie ça. Donc en fait, moi, face à moi, j'ai des entrepreneurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, la certification non OGM de leur lait, ils sont allés la chercher en quoi ? 1 an, maximum 1 an et demi. C'est rien, 1 an. Ça veut dire qu'ils ont cette capacité à se transformer à partir du moment où on leur en donne les moyens. Et où vous garantissez, justement, je pense que c'est un mot-clé, vous dérisquez la transition et vous apportez de la profondeur. On y reviendra parce que je pense que c'est vraiment la pierre angulaire de la transformation de notre modèle agricole et d'accélérer la transition agroécologique. Premier élément de votre stratégie, c'est d'avoir du lait, on va dire, beaucoup moins intensif en émissions de CO2, notamment pour l'alimentation des vaches. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs oui, bien sûr. Chiffrés ? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on a fait partie des tout premiers acteurs qui sont dans le lait à avoir un objectif. Donc, Bell, depuis 20 ans, a des objectifs sur le climat. Bell a fait partie des premières boîtes il y a 20 ans qui se sont associées au moment des accords de Paris à cette démarche. Et par exemple, l'année dernière, nous avons pris un engagement de tenir les accords de Paris 1,5 degré sur l'ensemble de notre scope, donc de l'amont. Alors l'ensemble du scope, voilà, c'est-à-dire qu'on tient compte, nous, quand on parle de nos émissions carbone, on tient compte des émissions carbone de nos éleveurs, par exemple. C'est important parce que mes usines, elles ne représentent que 3% de mes émissions carbone. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas ma part et qu'on ne travaille pas sur les usines, évidemment, je vais vous donner des exemples. Mais si je n'intègre pas, si l'univers de l'alimentation n'intègre pas l'amont agricole, en réalité, on ne parle pas du vrai sujet. Le vrai sujet, il se situe au niveau de l'amont. Donc, moi, quand on a pris cet engagement de respecter les accords de Paris 1,5 degré, ça veut dire quoi ? À horizon 2035, validé évidemment par Science Based Target, donc validé par un tiers externe qui a validé que nous avons des plans pour tenir cet engagement, et c'est des plans très concrets. Ben ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais réduire d'1/4 mes émissions carbone, et quand je dis 1/4, c'est bien en valeur absolue, c'est-à-dire ça intègre ma croissance à horizon 2035. Ça tient les accords de Paris. Ça veut dire aussi que sur mon propre univers que va être celui des usines, je serai déjà en neutralité carbone à horizon 2025. Et c'est très bien parce que c'était un engagement qu'on avait pris il y a déjà 5 ou 6 ans. Mais là encore, là où il y a un énorme effort et travail à faire, c'est sur les 70% autres. Ce point-là est assez fondamental parce que on est en train de mettre en œuvre une nouvelle loi européenne qui s'appelle la directive sur le reporting extra-financier, CSRD pour les intimes, qui va obliger toutes les entreprises de plus de 500 salariés en Europe, dont vous faites bien évidemment partie, à rendre public leur plan climat de transition aligné avec l'accord de Paris, c'est ce que vous venez de dire, sur ce qu'on appelle dans le jargon le scope 3, c'est-à-dire la totalité des émissions de la chaîne de valeur, y compris en ce qui vous concerne l'amont agricole. Et ça va devenir une obligation de produire ce plan et d'expliquer, chaque mot est très important, avec la structure d'investissement associée, pour que ce soit crédible, et basé sur la science, c'est-à-dire que les hypothèses de réduction de CO2 et la notion d'alignement avec l'accord de Paris ne soient pas sorties d'une pochette surprise, mais soit validées par des tiers extérieurs, soit auditées par un commissaire aux comptes, etc. Ça devient ce que vous avez fait, donc de manière totalement volontaire.
Oui, absolument. Est en train de devenir, à partir de l'année prochaine, une obligation européenne. Et je crois que ça montre bien que et si on a pu faire ça, si on a pu se dire, OK, on va en faire une obligation pour tout le monde, c'est précisément parce que des entreprises comme les vôtres avaient montré que c'était possible. Donc c'est très intéressant en termes de théorie du changement et d'accélération de la transition de voir que ce que vous avez fait peut évidemment changer les règles du jeu pour tout le monde, pas simplement pour vous. Et nous, on aspire beaucoup à ça. On aspire beaucoup à ça parce que moi, j'ai cette conviction très profonde que si les concitoyens avaient la capacité de savoir ce qui se cache derrière chaque produit qu'ils vont mettre dans leur assiette, s'ils savaient, ils feraient des choix plus conscients et ils feraient les bons choix. Moi, je suis absolument convaincue que les concitoyens cherchent à acheter du local, cherchent à acheter une alimentation qui est plus saine pour leur santé, pour la santé de leurs enfants, cherchent à acheter une alimentation derrière laquelle on sait qu'il y a une relation décente, un salaire décent pour l'agriculteur qui participe à la chaîne de valeur. Et qu'évidemment, nos concitoyens cherchent à avoir une alimentation qui est plus durable. Alors, mais vous connaissez le contre-argument, c'est oui, mais si c'est pas plus cher. Donc, comment vous faites-vous, puisque vous êtes vraiment dans le cœur de l'industrie agroalimentaire, comme on dit, et donc vous êtes dans des contrats commerciaux avec la grande distribution, vous êtes sur des marchés extrêmement concurrentiels. Comment vous faites pour faire à la fois du lait à des prix garantis, sans OGM, etc., comme vous venez de nous l'expliquer, et en même temps d'avoir une compétitivité prix qui reste satisfaisante pour le consommateur et pour vous? Alors évidemment que notre combat, et d'ailleurs dans l'ADN, dans l'origine de Bell, il y a l'accessibilité. Et je le dis parce que nos marques, elles sont populaires, au joli sens d'ailleurs du mot populaire, mais nos marques, elles rentrent vraiment partout. Donc vous allez trouver de la vache qui rit, en France, dans Paris, 7e arrondissement, et puis vous allez aussi en trouver en banlieue, dans les campagnes, vous allez en Algérie, vous allez en trouver, vous allez au Maroc, vous allez en trouver. C'est une des sources exactement. En Afrique, saines et garanties exactement d'accès aux protéines. Donc on a des marques qui sont éminemment populaires, donc on fait évidemment très attention au prix de nos produits, et ça c'est un effort de tous les jours. C'est des efforts de productivité évidemment dans nos usines. Et d'ailleurs c'est là où les choses sont intéressantes, c'est que quand on fait des économies d'énergie dans nos usines, quand on repense le transport pour ne jamais avoir de camion à vide, ça c'est à la fois de la performance financière qui nous permet encore une fois d'avoir un prix juste proposé aux consommateurs, et en même temps c'est intéressant parce que ça participe aussi à notre effort climatique. Maintenant j'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur le prix, parce que je pense que une des raisons pour lesquelles le modèle aujourd'hui ne se transforme pas assez vite, c'est ce contre-argument systématique sur le prix. Moi, je ne crois pas, en fait, que les concitoyens ne sont pas prêts à payer plus cher. Je crois qu'on mélange deux débats. Il y a un vrai débat qu'on doit prendre, et d'ailleurs que j'aimerais prendre avec le politique, qui est celui de l'insécurité alimentaire. En France, il y avait entre 6 et 8 millions de foyers, maintenant avec l'inflation on se dit plutôt 12, qui sont en insécurité alimentaire. Ce sont ces femmes, je dis femmes juste parce que souvent c'est des femmes qui vivent seules, qui élèvent 2 enfants, qui gagnent le SMIC et qui vont entrer dans un supermarché et qui vont compter chaque centime. Nous devons, l'alimentation est un droit humain. Nous devons que ces femmes puissent offrir à leurs enfants 3 repas équilibrés par jour, 3 repas sains et durables. Et là-dessus, on pourrait se poser des questions collectives. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, moi, si je dois faire un Babybel à 0 marge pour ces femmes-là, je le fais. Par contre, le reste de nos concitoyens, ceux qui ne dépensent que 14% de leurs revenus pour leur alimentation, ceux et celles qui absorbent les 30% d'inflation de Netflix sans problème et qui n'y voient pas de problème, je pense que ces concitoyens-là, ils doivent participer au coût additionnel que va représenter cette transition agricole. C'est ce que je vous disais à un moment, c'est pas vrai que l'alimentation saine et durable, ça coûte la même chose. Non, ça coûte plus. Nos éleveurs ont un revenu qui a été garanti et qui n'était pas celui du marché. Ça coûte. Moi, j'ai le sentiment que ces Français, si on leur explique, si on leur montre que derrière leur alimentation, il y a leur santé,
la santé de la planète, avec le climat, avec la biodiversité. Il y a le bien-être de ceux et celles qui les nourrissent. Il y a le bien-être animal. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on me dit toujours non, ils ne veulent pas payer plus. C'est qui le patron ? C'est quand même intéressant. C'est qui le patron a pris la place de numéro 1 dans un univers qui est celui du lait en France. Donc, il y a du monde. Hein. Où chaque centime exactement, sur la brique où de chaque lait centime, on parle d'une brique de lait. Ben, c'est quand même intéressant parce que là, tout le monde est prêt à payer. Mais tout le monde est prêt à payer parce qu'ils ont rendu compréhensible et visible ce qu'il y avait derrière le litre de lait. Donc, moi, j'aspire à avoir de plus en plus de moyens d'informer. On travaille par exemple avec des jeunes entreprises, des jeunes pousses, des start-up qui développent par exemple des applications qui vont donner de manière très visuelle, très simple, accès à la donnée carbone. Donc vous allez scanner le GenCode de Babybel et vous allez savoir si derrière Babybel, il y a une entreprise qui a pris un engagement carbone. Vous allez savoir si l'engagement carbone de Bell et de Babybel sur les 5 dernières années est en décroissance ou si globalement notre impact augmente. Et tout ça, je pense que ça va changer la donne. Alors, peut-être pour conclure sur ce sujet qui est fondamental du prix, de l'accessibilité et de la justice dans la transition, quelles propositions concrètes faites-vous pour aller au bout du raisonnement que vous venez de tenir ? Parce que imaginons qu'on dise très bien, on va baisser la TVA sur ces produits-là, ça a un effet d'aubaine monstrueux, puisque tout le monde en bénéficie, y compris, bien sûr. Donc ça n'est pas la voie à suivre. Non, mais c'est du clair. coup, quelle est votre proposition concrète ? Alors, je ne suis pas politicienne, donc je vous avouerai que je n'ai pas été jusque-là. Est-ce qu'on doit travailler ensemble à un panier alimentaire sain, durable, à destination de ces familles ? Quel type de produit mettez-vous dedans ? Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis évidemment 100% d'accord avec l'analyse que vous faites. Pour l'instant, à ce moment-là, travaillons ensemble, peut-être un des résultats concrets de ce podcast, travaillons ensemble à une proposition concrète, opérationnelle, parce que c'est pas si évident que ça. Non, je sais bien, je pousse un peu, je dis pas que rien n'est simple, rien n'est jamais simple. Mais j'aimerais qu'on arrive à sortir de ce débat sur la valeur, parce qu'il faut résoudre le problème de l'insécurité alimentaire en France. On devrait avoir une forme de sécurité sociale alimentaire, parce que on dit la santé doit être accessible à tous, mais en fait, le premier levier de la santé, c'est l'alimentation. On le sait, tout ça a été prouvé. Et par ailleurs, les familles qui ont les revenus les plus contraints sont aussi ceux qui ont l'alimentation la moins saine. Absolument. Donc, c'est pour ça que c'est un enjeu absolument majeur. Les banques alimentaires le disent aussi, elles n'ont pas accès à une alimentation saine totalement. Donc ça, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est de faire savoir. Moi, je crois, par exemple, que l'éducation peut participer à ça. Je pense que l'école, je pense que les cantines sont un énorme levier, en fait, pour apprendre qu'il y a d'autres types de comportements alimentaires. Et vous me le demandez, hein, quand on regarde l'enjeu climatique lié à l'alimentation, c'est l'amont et les comportements. Alors, on va continuer à dérouler les engagements que le groupe Bell non seulement a pris, mais déploie dans la vraie vie. Un autre enjeu climatique, c'est aussi le lait en lui-même, c'est-à-dire, peu importe à la rigueur que la vache soit nourrie avec de la luzerne locale, il n'empêche, ça reste un très gros poste d'émissions de CO2. Donc, est-ce que vous avez une stratégie pour diminuer les émissions de CO2 et comment faites-vous, quand vous avez déployé cette stratégie, pour faire la distinction entre un élevage intensif qu'on va qualifier de hors-sol, qui n'apporte pas justement ce système de polyculture élevage que vous évoquiez à l'instant, et précisément l'élevage qui, lui, rend beaucoup plus de services, y compris en termes de CO2, qu'il n'émet de carbone. Alors nous, on a cette vision qui est qu'effectivement, il existe un élevage durable. On a cette conviction très forte qui est cet élevage dont on a déjà parlé, hein, sur lequel le sol va rejouer son rôle. Quand le sol est sain, quand on est sur du pâturage et du pâturage tournant en particulier, là, encore une fois, le sol va avoir une capacité de captation carbone. Quand on travaille aussi bien sur l'alimentation des vaches, une vache en pâturage, elle émet moins de méthane. Les vaches, en fait, sont pas nées en étant nourries au départ avec du soja. Et c'est parce qu'on les nourrit avec du soja qu'elles émettent plus de méthane. Donc, quand on remet la vache au pré et qu'on va la nourrir avec de la luzerne, par exemple, ou du pois, on sait qu'on diminue les émissions de méthane. On travaille aussi à de l'innovation là-dessus, puisqu'il existe aujourd'hui des formes de compléments alimentaires
On a fait un pilote en Slovaquie, on est aussi en pilote en France là-dessus. Ce complément alimentaire qui s'appelle Bovaer, qui permet, ça a été validé avec l'INRA, de baisser significativement les émissions méthane des vaches. Donc nous, dans notre premier pilote, on a une baisse de 15% des émissions méthane des vaches. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on arrive à déployer ce complément alimentaire partout où on opère, j'efface totalement l'impact de mes usines. Vous voyez, juste 15% des émissions méthane des vaches, en fait, c'est juste énorme par rapport à mes opérations. Donc, on travaille à tout ça. Donc, il existe, moi j'en suis persuadée, un modèle d'élevage durable. Maintenant, il y a aussi un autre sujet qui est ce modèle d'élevage avec le pâturage, on ne peut pas le déployer partout. Ça n'est pas possible. Voilà, nous, on opère partout dans le monde, on opère au Moyen-Orient, on opère dans des pays où il fait très chaud. Autant vous dire que quand vous voyez des fermes en Arabie Saoudite, là, vous vous dites que ça ne sera jamais durable. Ça, c'est certain. Et que jamais on mettra les vaches au pré et que c'est assez effrayant, en fait, ce modèle. En fait, ce modèle industriel de l'alimentation est assez effrayant. Et du coup, on croit aussi beaucoup, c'est pour ça qu'on met du haies, qu'il y a aujourd'hui, grâce aux avancées qu'on fait dans les biotechnologies et dans l'intelligence artificielle, il y a des vraies solutions à l'alimentation de demain. Je vais vous donner des exemples pour que ce soit plus concret. On travaille aujourd'hui avec 2 types de startups. Donc les startups qui travaillent dans l'intelligence artificielle, qui utilisent l'intelligence artificielle pour développer de nouvelles protéines, elles partent d'un parti pris qui est très intéressant, qui est de dire, en fait, tout est dans la nature. C'est juste qu'on a perdu l'accès à la richesse de ce qui est dans la nature. Et donc des protéines d'origine végétale, mais il y a une infinie quantité de protéines disponibles dans la nature. Sauf qu'on ne les a pas utilisées, on a perdu ce lien au vivant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle crée des énormes bases de données avec toutes ces protéines qui sont disponibles dans la nature. Et elles vont utiliser des modèles et l'intelligence artificielle pour développer de manière 10 fois plus rapide que ce qu'on avait l'habitude de faire dans l'industrie alimentaire. Vous savez, nous, la recherche et le développement, en fait, on est dans une cuisine, et on a un thermomix. Donc autant vous dire qu'entre la cuisine et le thermomix et la puissance de calcul des modèles et de l'intelligence artificielle, on gagne beaucoup de temps. Et ces startups, en utilisant des protéines qui sont disponibles dans la nature, arrivent à créer du lait, un lait d'origine 100% végétale, que l'on peut fermenter et qui donne des fromages où, honnêtement, les derniers que j'ai goûtés, je vous mets au défi de voir la différence avec un fromage fait de lait de vache. Ça, c'est une première voie qui nous paraît très intéressante. Il y a une deuxième voie qui nous paraît aussi très intéressante, qui est celle de la fermentation de précision, biomasse. Et ça, c'est ce que nous donne, c'est l'accès qu'on a aux biotechnologies. La biotechnologie, c'est quoi ? C'est l'étude des micro-organismes. Or, il y a des micro-organismes, lorsque l'on les fait fermenter, qui ont la capacité à donner des protéines. Lorsque ces micro-organismes, on les transforme dans leur ADN et que l'on les fait fermenter, donc on les nourrit avec en général des déchets du sucre, aujourd'hui, ils sont capables de donner, de manière naturelle, la fermentation est un processus naturel, des protéines qui sont exactement identiques à la protéine laitière. Et c'est comme ça qu'on lance cette année aux États-Unis le premier fromage, le premier cream cheese, vous savez, ces fromages avec lesquels on peut faire du cheesecake, par exemple, ou qu'on met sur les bagels, exactement, qui est très consommé aux États-Unis, à partir d'une protéine qui va avoir exactement les mêmes qualités nutritionnelles que la protéine laitière, et la protéine laitière est une très bonne protéine en qualité nutritionnelle, les mêmes qualités gustatives, et lorsque l'on sera à l'échelle, ce type de protéine-là coûtera moins cher que la protéine laitière parce que l'élevage reste un modèle très inefficient en termes en particulier d'utilisation de ressources. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est l'ubérisation, la disruption de l'élevage. La question est de savoir s'il va disrupter l'élevage intensif ou il va disrupter la totalité de l'élevage, y compris l'élevage extensif. Et moi, ma conviction très profonde, c'est qu'il y aura les deux. C'est qu'il y a une place pour cet élevage durable qu'on va continuer à promouvoir partout et qu'il y a des pays où nous devons aspirer à ce que
l'élevage industriel disparaisse, puisqu'il n'y a pas de solution. Encore une fois, vous allez dans les pays très chauds. Je pense qu'on a parfaitement conscience de cette réalité qui arrive. Je pense que il y a 5 ans, c'était vraiment émergent en termes de R&D. Ce que vous êtes en train de décrire démontre que vous êtes en train de passer à la phase industrielle. Et dans 5 ans, ce sera devenu quasiment monnaie courante pour les entreprises qui ont investi dans ces technologies. Du lait dit de synthèse ou du lait alternatif, je ne sais pas quel sera le bon... Oui. Ce n'est pas des synthèses en fait, elles ne sont pas synthétisées. Vous savez, à chaque fois que vous consommez un complément alimentaire, il est fait de la même façon. On va dire du lait sans vache. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est effectivement... ce qu'on utilise pour le décrire. C'est une protéine laitière sans la vache. Donc, évidemment, derrière, et moi je pense que ce débat doit avoir lieu, puisque derrière le débat technologique, il y a l'enjeu de société, climatique, mais aussi des modèles économiques et des valeurs que ça véhicule. Je pense qu'il faut que les consommateurs et les citoyens sachent que c'est en train d'arriver, et que ça peut éventuellement renvoyer chez eux un imaginaire en disant mais c'est quoi ce truc de lait sans vache, et en même temps, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, l'élevage industriel à très grande échelle, on sait très bien que la probabilité qu'on arrive à le rendre soutenable est extrêmement faible, et donc on a besoin de réelles alternatives. Ces technologies, juste pour conclure là-dessus, elles sont possédées par qui aujourd'hui, puisqu'on est aussi dans un enjeu géopolitique? Bien sûr. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'entreprises qui sont plutôt situées aux États-Unis. La raison est assez simple, c'est qu'en Europe, les contraintes réglementaires font que c'est très long d'avoir un accord pour tout ce qui est de nouveaux ingrédients, alors que les États-Unis va plus vite là-dessus. Donc elles commencent en général, ces entreprises, par le marché américain, et on voit qu'elles sont aussi très présentes en Asie du Sud-Est, parce que les pays d'Asie du Sud-Est se sentent aussi très confrontés à ce sujet de l'alimentation, de l'accès à la protéine pour le plus grand nombre. Un dernier élément que je voulais partager avec vous là-dessus, parce qu'on met de l'opposition, et moi j'arrête pas de dire qu'il faut arrêter d'opposer, il faut mettre du et. Quand on travaille avec ces startups, une qui travaille avec une technologie qui s'appelle la biomasse pour avoir justement une matière qui est très riche en protéines après cette fermentation. Donc c'est pas de la protéine laitière, mais c'est une matière très... Ce qui nous intéresse dans ces techniques de fermentation, c'est qu'elles sont pour le coup très 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 accessibles. On a commencé, nous, à se dire, finalement cette protéine-là, je vais l'utiliser pour enrichir mes portions de vache qui rit au Maroc, en Algérie, en Afrique subsaharienne. Parce que la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on a l'inflation, telle qu'on vit l'inflation aujourd'hui sur toutes les matières premières, mais en réalité, pour tenir l'accessibilité dans les pays d'Afrique subsaharienne, par exemple, on dégrade, on enlève de la protéine. Parce que sinon, on sort du marché. Les gens n'accèdent plus à la portion de vache qui rit. Donc moi, ce que je veux, c'est encore une fois être capable de garder peut-être une base de protéines laitières. Je garderai cette base laitière de vache qui rit. Là où l'élevage responsable est possible. Exactement. Et je l'enrichis avec cette protéine très accessible pour garantir encore une fois que, quelles que soient les conditions, je rends accessible au plus grand nombre une protéine. On va prendre un autre enjeu environnemental pour un groupe comme le vôtre, c'est la question de l'emballage, puisque comme je le disais en introduction, les portions de vache qui rit, d'apéricube, de kiri, etc., ça ne fait pas forcément immédiatement penser à du vrac. Bon. C'est donc, vrai. Comment vous gérez ce qui peut apparaître comme une forme de contradiction, et comment vous allez réduire significativement votre empreinte matière? Non, mais c'est intéressant parce que là encore, moi je crois fondamentalement au modèle de la portion. Je vais vous dire pourquoi. La portion, elle a plusieurs avantages. Un, c'est la juste dose. La juste dose, ça veut dire que c'est la juste dose en calories, mais c'est aussi une dose du coup qu'on adapte nutritionnellement. Par exemple, quand vous achetez une portion de vache qui rit au Maroc, elle est enrichie en fer, en zinc, en magnésium, en calcium. Et d'ailleurs, c'est un très bon véhicule pour être fortifié. C'est très dur de fortifier du yaourt, vous mettez du zinc, ça devient mangeable. Vous fortifiez une portion de vache qui rit, elle est très très bonne, vous ne voyez pas la différence. Quand on est en Europe, on va plutôt s'attacher à faire des portions où la liste d'ingrédients est le plus simple possible.
Donc en France, par exemple, on a une portion de vache qui rit où il va y avoir 4 ingrédients seulement. Du lait, du fromage, du beurre, les minéraux du lait, c'est tout. Aux États-Unis, en Europe, on va s'attacher à réduire le sel et on va s'attacher à réduire la matière grasse. Donc nutritionnellement, c'est vraiment intéressant la portion. La portion, c'est l'accessibilité. Pourquoi on arrive à couvrir toutes les catégories socio-professionnelles quand on est au Maroc ou en Algérie? C'est parce qu'on est vendu à la portion. D'accord, donc mais ça, vous c'est vendez à la l'accessibilité. portion Et aussi, le dernier... en France. Exactement. Des gens qui vont juste acheter de la vache qui rit, alors, manger 3 portions et avoir 3 emballages au lieu d'un. Non, et j'y viens. Donc il y a évidemment de la praticité derrière la portion. Quand on vend de la pomme pote, on sait qu'on met dans le cartable de l'enfant qu'il a un goûter qui est sain à 4 heures. Donc il y a évidemment de la praticité. Et le dernier élément qui est important aussi dans la portion, c'est qu'il y a 0 gâchis. Vous savez qu'un des gros enjeux aussi de l'alimentation, c'est que 30% de l'alimentation est jetée. Quand on regarde en France, puisque vous me parlez de la France, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur ces 30% d'alimentation jetée, 90% est jeté à la maison ou au restaurant, en tout cas sur le lieu de consommation. Je vous garantis, parce que nous avons fait les études, qu'il n'y a pas une portion de vache qui rit qui est jetée. Et pourquoi elle n'est pas jetée? Parce que justement le packaging a un rôle de protection. Vous pouvez même, et on a fait, on a fait savoir à travers un partenariat avec l'association Too Good To Go, vous pouvez consommer une portion de vache qui rit 1 mois, 2 mois, 3 mois après la date de consommation. Vous l'avez gardée dans votre frigo, elle a été préservée par la portion, vous pouvez la consommer, vous ne la jetez pas. Ça, c'est un vrai avantage, je pense, qui vaut le coup, là encore, d'être préservé. J'imagine qu'il y a une grande partie des consommateurs qui voient que la date dite de péremption, qui n'est pas une date de péremption, est dépassée, jettent. Sauf que, non, alors pour le coup, la vache qui rit, alors, tant mieux, puisque je dis, on a fait les... Non, parfait. Parce qu'en fait, ils ouvrent et voient qu'elle est préservée, et donc j'en viens maintenant au packaging. Donc en tout cas, on fait savoir ça, on fait savoir le rôle et l'intérêt de la portion. Après, évidemment que vous avez raison de me poser la question du packaging, et en fait, ce serait dingue de ne pas s'intéresser au packaging quand la valeur ajoutée est le cœur de ma proposition. C'est justement autour de l'expérience de marque. Quand on vend un Babybel, on ne vend pas que du fromage. On vend un rond rouge entouré de cire que j'ouvre et après je joue avec la cire. Tous les consommateurs de Babybel vous le diront. Donc cette dimension de ludicité, elle fait complètement partie de l'expérience de nos marques et elle est liée effectivement au packaging. Donc nous, notre obsession, c'est d'avoir un packaging durable. Aujourd'hui, j'ai déjà un packaging qui est à 95% et recyclable, par exemple, puisqu'en fait, on a essentiellement du papier ou de l'aluminium. Est-ce que je considère que c'est suffisant? Non. Et la vision qu'on en a, nous, c'est de basculer sur une potion où on aura 0 plastique, 0 alu. Comment on le travaille? On le travaille en se disant qu'on va réussir à mettre sur le marché, j'espère à horizon 5 ans, mais je suis très convaincue qu'on le tiendra, des portions papier. Et le papier, nous, il nous intéresse parce qu'il a une origine qui est une origine, encore une fois, fibreuse, naturelle. Il nous intéresse parce que y a un recyclage du papier qui est très développé partout. Il nous intéresse parce que si jamais on n'est pas mis dans la bonne poubelle, si jamais on se retrouve dans la nature, le papier, il disparaît. Le plastique, l'aluminium, vous l'avez dans 100 ans, il est toujours là. Donc on a cette conviction profonde que nos portions doivent aller vers de la portion papier. Et ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne met pas d'UE. Donc on développe aussi des propositions sans emballage. Donc on y travaille. Je crois que c'est cette année, il sort par exemple un très gros format sur pomme pote qui permettra, quand vous consommez de la pomme pote à la maison, de prendre en fait un gros format qui sera évidemment sur un pack qui est recyclable, mais qui évitera d'avoir plusieurs packaging individuels tels que c'est le cas. On travaille sur des machines où vous pourrez avoir du kiri, mais que vous mettrez dans un pot en verre. On a déjà fait un test et on est distribué avec du Babybel qui est vendu individuellement et vous savez, vous le mettez dans un petit sachet comme si les fruits et légumes et vous le pesez et vous achetez votre Babybel au poids. Tout ça sont des initiatives, encore une fois, pour dire, pour ceux qui veulent une proposition où il y a le moins possible de packaging, on l'aura. Et pour tous ceux et celles qui trouvent que le packaging a un vrai usage pratique et qui veulent préserver ça, on veut aller vers le papier.
Je pense qu'on a couvert un certain nombre de grands enjeux de Bell et je vous démontrais par la pratique la possibilité de la transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment quelle est votre vision de la transformation de l'ensemble de votre secteur et donc la capacité à accélérer la transition agroalimentaire, agroécologique. Il y a plusieurs éléments peut-être sur lesquels je commence par rebondir. Le premier, c'est que vous avez plusieurs fois dit c'est pas où, c'est et. Oui. Je pense que c'est absolument fondamental pour désidéologiser ces sujets et se donner un panier de solutions et pas justement mettre tous ses œufs dans une seule solution, qu'elle soit technologique ou un seul chemin de transformation. Je pense qu'il faut évidemment être dans la diversité des solutions et c'est important. J'insiste là-dessus parce que trop souvent, le débat sur les sujets de transition agroécologique est incroyablement polarisé dans tous les sens et de tous côtés, ce qui nuit à notre capacité d'action. Vous avez aussi évoqué la diversification du modèle agricole avec la polyculture, élevage, etc. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui manque, d'après vous, aujourd'hui en France et en Europe, pour commencer par ça, dans la capacité d'embarquer les agriculteurs qui sont souvent assez contraints, soit par leur contrat commercial avec le transformateur, avec leur coopérative, soit par leur prêt au Crédit Agricole, par exemple. Et on leur dit, vous devez faire ceci, vous ne devez plus utiliser telle chose, telle substance chimique, tel pesticide, etc. Mais en même temps, on ne change pas les contrats commerciaux et on ne change pas les prêts du Crédit Agricole. Donc, comment vous, concrètement, vous avez réussi à le faire? Vous avez commencé à nous l'expliquer sur les contrats garantis. Et du coup, qu'est-ce qui manque en termes de politique publique pour transformer l'essai à grande échelle? Alors, politique publique, je ne sais pas. Je pense qu'il faut ce que vous faites vis-à-vis de l'Europe, les contraintes que vous mettez, le besoin de transparence sur les dimensions extra-financières. Je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en place et le plus vite possible parce que le système, en fait, se transforme quand même toujours mieux sous la contrainte. Hein. Moi, je suis convaincue de ça. Après, je vais vous faire une réponse. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est de la sincérité et du courage. Moi, je dis souvent, je suis la première génération de dirigeants à savoir. On a toutes les informations. Sur la crise environnementale, vous voulez dire. Sur la crise environnementale, sur la chute de la biodiversité, sur le lien entre alimentation et santé. Toute l'information est disponible. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait et à quelle rapidité on fait bouger le système. Et ça demande à un moment de la sincérité et du courage. Il y a un autre élément qui aide beaucoup et qui change tout quand on travaille, en particulier chez Bell, c'est l'actionnariat. J'ai un actionnariat familial. Une famille, elle se voit dans le temps long. Quand elle me parle, elle me dit « Je suis le maillon d'une chaîne. Je n'ai pas hérité de l'entreprise, je l'ai empruntée à la génération suivante. » Quand on regarde les choses avec cette relation au temps, quand on regarde à 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne peut pas ne pas voir les grands enjeux de société. On ne peut pas ne pas voir le sujet de la répartition de valeur. On ne peut pas ne pas voir le sujet climatique. Les agriculteurs sont dans ce temps long. Ce qui aujourd'hui les enferme, c'est cette logique du temps court. C'est effectivement le fait de ne pas avoir de visibilité sur leurs revenus. C'est le fait de ne pas... Et c'est pour ça qu'il faut repenser la relation sur l'ensemble de la chaîne. C'est pour ça qu'il faut sortir, je pense, de ce débat moribond sur les prix. Parce que c'est ça qui nous mène tous, je pense, et la grande distribution, et nous, et les agriculteurs, à notre propre perte. Et on sait très bien quelles sont les conséquences du climat sur l'agriculture, sur la souveraineté alimentaire de la France, par exemple. Maintenant, pour avoir une note positive, je pense qu'on est en train de démontrer que les choses se transforment et qu'on est capable de réinventer et encore une fois, de changer de paradigme et de changer de lunettes. Je vais vous donner un exemple. Donc, premier exemple, nous, on a eu ce courage de signer sur un prix du lait qui n'était pas lié à celui du marché. Qui est combien de pourcents plus cher ? Alors, ça va dépendre des années, parce que nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est de la continuité. Mais si je regarde sur les 5 dernières années, par an, en fait, on a mis 15 millions d'euros additionnels dans le prix du lait sur les 5 dernières années. Lorsque l'on regarde maintenant comment on peut changer, encore une fois, de lunettes, nous avons signé, et c'est dans la presse aujourd'hui, pour la première fois, un accord avec Carrefour qui intègre les dimensions climatiques. Donc, on parle bien d'un accord commercial.
c'est bien une négociation et on se met d'accord sur le pilotage d'un accord qui va intégrer évidemment des dimensions purement commerciales, c'est-à-dire la croissance de notre chiffre d'affaires à deux avec Carrefour, mais qui va intégrer aussi comment, dans cet accord, je fais baisser l'impact climatique de Bell. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, Carrefour a dit, vous voyez, à travers cet accord, je ne suis pas un distributeur, je suis un sélectionneur. Et là, je dis, ça, c'est courageux. Et là, je dis, ça, c'est sincère. C'est-à-dire que là, je me dis, j'ai un de mes clients qui est à sa juste place, c'est-à-dire qui prend sa responsabilité. Qui a de l'impact aujourd'hui sur les comportements alimentaires ? La grande distribution, par les choix d'assortiment qu'ils font, par les choix de promotion qu'ils font. Donc quand il dit, finalement, je prends ma responsabilité, je suis un sélectionneur, et je vais pousser, je vais mettre en avant des offres qui sont plus durables et plus saines, ça, c'est assumer pleinement sa responsabilité. Alors moi je crois beaucoup à ce que vous avez dit sur les garanties tout au long de cet échange pour donner de la prévisibilité et de dérisquer les risques associés à la transition. C'est pour ça que je me bats dans beaucoup de cadres en France comme en Europe pour multiplier les outils qui permettent de dérisquer autour de 3 éléments clés. D'abord, plus de revenus pour les agriculteurs, plus de garanties, plus de transition et donc d'engagement carbone ou biodiversité, et plus de concurrence équitable, notamment vis-à-vis de ce qu'on importe chez nous, puisqu'on met des contraintes sur des agriculteurs et on importe. Donc c'est pour ça que, par exemple, on est en train de se battre et on a gagné les premières clauses miroirs, comme on appelle, c'est-à-dire on arrête d'importer des produits faits avec des pesticides qui sont interdits chez nous. Sinon, pour un agriculteur, c'est absolument incompréhensible. Exactement. Donc, on a cette théorie du changement-là. Peut-être une toute dernière question concernant, vous êtes revenu à plusieurs reprises sur la question de l'actionnariat, de la gouvernance de l'entreprise. Peut-être une question sur la rémunération des dirigeants, la vôtre, mais aussi celle des cadres dirigeants de l'entreprise. Est-ce qu'elle est, pour sa partie variable, donc on appelle les bonus en règle générale, adossés à cette performance environnementale et climatique? Absolument, depuis très longtemps. Ça fait, je pense, plus d'une dizaine d'années que dans les bonus, on a une partie financière, mais on a aussi une partie extra-financière. Donc, par exemple, chaque année, on a un objectif climatique, carbone. On l'a aussi sur les bonus à moyen terme. Et je vais juste rebondir là-dessus pour vous dire à quel point, moi, je suis convaincue que je pilote aujourd'hui et on pilote une entreprise sur 2 jambes, financière et extra-financière. Moi, je dis toujours, je ne fais pas de RSE. Je vous garantis que je ne fais pas de RSE. Je fais de la création de valeur. La seule vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot valeur ? Il n'y a plus aujourd'hui chez Bell de directeur financier. Et on n'a pas joué sur les mots. Ce serait absurde si on avait joué sur les mots. On a aujourd'hui des directeurs que l'on appelle des directeurs de l'impact global. Pourquoi ? Parce que leur job au quotidien, c'est de piloter les 2 jambes, financière et extra-financière. Qu'est-ce que ça a fait quand on a passé justement, quand on a changé le nom et quand on a passé les équipes RSE sous cette direction de l'impact global ? Ce qu'on a fait, c'est que ça a poussé l'opérationnalisation des critères RSE et ça a changé les conversations de performance. Moi, je dis toujours, en fait, on ne transforme pas une entreprise par les statuts. On transforme les entreprises par les hommes et les femmes, exactement, hommes au sens large. Et je dis toujours, en fait, mon seul job en tant que dirigeante, c'est de créer le contexte pour avoir les bonnes conversations, parce qu'une entreprise est une succession de conversions, est une somme de conversations à travers lesquelles aboutissent des décisions, et donc après des décisions, évidemment, des actions. Créer le contexte des conversations, c'est quoi ? C'est changer la définition du mot performance. Aujourd'hui, chez Bell, chaque directeur général, chaque directeur d'usine, chaque assistant chef de produit va recevoir tous les mois, évidemment, son compte de résultat, avec sa croissance de chiffre d'affaires, avec la croissance de sa marge, et au même moment, il reçoit son impact carbone sur l'ensemble du scope. Et après, il le projette, c'est-à-dire qu'il sait où il va atterrir. Donc, il va converser tous les mois sur sa performance financière et sur sa performance climatique. Ce qui est exactement ce qu'on vient de faire quand on met la performance climatique dans l'accord de Carrefour. Je change les conversations dans la relation client-fournisseur, comme je change les conversations à l'intérieur de l'entreprise. Et donc,
je partage ce que vous venez de dire, et un élément pour nourrir la conversation managériale, c'est précisément la rémunération, et donc d'avoir dans la partie variable de la rémunération, il ne s'agit pas évidemment de toucher la partie fixe, mais dans la partie variable de la rémunération, clairement indiquée une part significative liée aux objectifs environnementaux et climatiques, est encore aujourd'hui l'exception. Alors, vous le faites, Danone le fait, AXA le fait, L'Oréal le fait, quelques entreprises françaises bien connues, mais c'est l'exception et ce n'est pas la règle. Et moi, la bataille que je mène dans le cadre du texte sur les devoirs de vigilance en Europe, c'est précisément de rendre cela obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 1000 salariés en Europe, de façon à ce qu'on arrête d'être complètement tiraillé entre d'un côté une performance financière qu'on exige des managers et des directeurs, et de l'autre côté une performance environnementale qui ne serait du ressort que du directeur ou de la directrice développement durable, ce qui évidemment est à peu près la recette de l'échec. Ça ne marche pas. Exactement. Il y a bien deux jambes. On essaye de changer ça. Écoutez, merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup d'autres sujets à aborder, mais je pense qu'on a essayé de couvrir déjà une grande partie de votre engagement et de vos actions, et aussi la philosophie qui les sous-tend. Toute dernière question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Quelle est une des sources principales d'inspiration qui est pour vous ? Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un paysage, ça peut être un espace, ça peut être quelqu'un, peu importe, mais qu'est-ce qui est une source d'inspiration pour vous ? Moi, ce qui me motive tous les jours, la raison pour laquelle je me lève tous les matins, c'est parce que justement, je trouve du sens dans ce que je fais. C'est que je me sens alignée, très profondément alignée entre, moi je suis à la fois une dirigeante, et puis je suis une citoyenne, et puis je suis une maman, et en fait, j'ai pas 3 vies, j'en ai qu'une. J'ai 4 enfants, le petit dernier il a 6 ans, et tous les jours, je me regarde dans la glace et je sais que dans 10 ans, 15 ans, il me dira « T'as fait quoi ?» Et donc voilà, c'est ça c'est ma colonne vertébrale, c'est de me dire, c'est petit pas par petit pas. Je ne dis pas que ce qu'on fait est parfait, c'est jamais parfait, mais je crois que d'ailleurs ça ne parle pas que de moi. Je crois que les salariés qui rentrent chez Bell et qui travaillent chez nous, c'est ça qui les motive. Parfait, merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous de l'avoir écouté et merci au groupe Renew Europe pour son soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires et le lien vers ce podcast avec le hashtag Transition écologique. À bientôt pour un nouveau dialogue avec les acteurs du changement.